Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Merci de nous rejoindre sur Pyramide FM. Bienvenue à votre rendez-vous dominical de la semaine. Le D12, c'est 1h30. Les Togolais s'apprêtent à se souvenir de la date du 19 août. C'est demain. Demain, donc, le Togo se rappellera les grandes manifestations du 19 août 2017 à l'appel du Parti national panafricain PNP. 2 ans déjà, ont sans doute crié de nombreux Togolais qui n'ont pas vu le temps passer, qui n'ont pas vu la date revenir. Tous ceux qui ont mis au monde un enfant le samedi 17 août 2017, vos enfants ont donc grandi. Mais que garde-t-on de ces manifestations synchronisées dans 5 villes du Togo et au sein de la diaspora? Le 19 août est-il définitivement mort pour ne plus se ressusciter comme l'ont promis certains cadres du parti au pouvoir? Il n'y aura plus du 19 août. Cette promesse des ministres Bahara et Trimois se cacherait-elle dans les révisions apportées récemment à la loi sur les manifestations publiques? Les Togolais ont reculé selon de nombreux observateurs. En vérité, les marches ne sont jamais faites dans le sens du recul. N'est-ce pas seuls les dieux qui ont le pouvoir de marcher à reculons parce qu'ils ont des dons surnaturels? Les Togolais sont-ils ainsi devenus des dieux? Depuis cette fameuse date, n'ont-ils pas réussi à organiser leur dialogue politique puis à enchaîner avec 2 consultations électorales? C'est d'ailleurs cette semaine qu'ont eu lieu les derniers votes au Togo. Dans 5 communes, des électeurs ont glissé leur bulletin dans les urnes en confortant probablement la grande victoire du parti au pouvoir uni. N'a donc pas attendu. C'est partiel, mais comment comprendre une telle victoire dans un pays qui n'a pas fini d'oublier les marées humaines colorées, festives et parfois violentes dans les rues de Lomé ou encore de Sokodé? En gagnant les législatives puis les municipales, UNI ne va-t-elle pas aussi gagner les présidentielles? C'est une question qui fait désormais partie des préoccupations dans certains milieux. Quelles seront les couleurs de 2020? Les acteurs politiques ont commencé par s'activer. La liste des candidats sérieux se met ouvertement ou non en place. Les présidentielles sont d'intenses moments de combat d'idées. En attendant ces moments-là, les Togolais continuent de faire la fête. Les natifs du Grand Lomé ont célébré Douné Nyozan, Ogbezan, puis à Dinoukouzan, suivant à Tablibo et à Vogan, à Gwenive. L'idée de l'UNI et de l'opposition ont pu partager le même Apatam, qui a dit que quelque chose de bien ne peut pas venir d'Agwenive. 2019 a donc réussi à avoir ces photos. Notre invité est Dr Georges Kwessan. Il est le président du parti Santé du Peuple. Les numéros de l'émission sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. La mise en onde est assurée par Vincent Slas Boga. Coup d'oeil. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Thierry. Comment vous allez? Je vais bien. Je vous disais tantôt que sans doute vous revenez de l'église comme la plupart des Togolais les dimanches. Et vous m'avez répondu que vous revenez effectivement de l'église. Vous adorez où? Bon, d'abord, permettez-moi de saluer vos auditrices et vos auditeurs. Je vais répondre donc à votre question. Je ne sais pas si ça fait l'objet de notre débat aujourd'hui. Je ne sais pas quel est l'intérêt de cela, mais je suis chrétien. Je suis chrétien, c'est le plus important. Non, mais en fait, je pose la question parce que de plus en plus de Togolais évoquent dans les discours politiques Dieu. On a constaté que Dieu a aujourd'hui une place importante dans ce discours, dans le combat que chacun mène, qu'il soit de l'UNI ou de l'opposition. C'est pourquoi je pose la question. Oui, vous savez, de toutes les façons, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu est devenu important dans les débats. Dieu est le même. Et hier, aujourd'hui, il sera toujours le même. Il a toujours été important. Il a toujours été au centre de toutes les préoccupations de nos vies. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Peut-être que avec les difficultés que nous traversons au plan politique dans notre pays, nous sommes tentés de plus en plus à l'évoquer dans nos débats. C'est pour cela que vous le percevez ainsi. Sinon, Dieu est présent, il sera toujours présent. Et vous sentez qu'il écoute les Togolais? Dieu écoute toujours ses enfants. Dieu écoute toujours ses enfants et quel que soit ce que vous lui demandez, il vous écoute et il vous exauce en son temps.
et selon son programme. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons l'impression que Dieu ne nous écoute pas, puisque c'est depuis les années 90 que nous sommes en train de chercher l'alternance dans notre pays. On ne l'a pas jusqu'à ce jour. On a cette impression que Dieu ne nous écoute pas. Mais Dieu écoute toujours la prière de ses enfants et il agira. Il agira certainement, il agira en son temps. Est-ce que la question, pour ce qui concerne le Togo, c'est fondamentalement une question d'alternance ou une question juste de l'évolution de notre société? Les deux sont liés. Les deux sont liés, c'est-à-dire que c'est d'abord une question d'évolution de notre société. C'est avant et après tout une question d'évolution de notre société. Mais nous autres qui nous battons pour cette alternance, nous avons compris que les deux sont consubstantiels. On ne peut pas aujourd'hui penser à une véritable évolution de notre société, à une véritable évolution de notre pays sans avoir l'alternance politique. Parce que vous savez, et le pouvoir, comme on le dit, il y a l'usure du pouvoir. Et à un moment donné, quand on reste trop au pouvoir, on n'a plus des choses à donner à ce pays. C'est ce que nous constatons. Et nous jugeons qu'il est important que nous allions vers l'alternance dans notre pays pour que ce pays puisse normalement évoluer. Sur la question de l'alternance, je sais que beaucoup d'initiatives sont prises depuis des années au Togo. Vous avez évoqué le début des années 90, mais plus récemment, il y a cette date qui est devenue une date culte d'une certaine manière dans certains milieux au Togo, le 19 août 2017. Cette date-là, et demain, ça va faire 2 ans que les Togolais ont manifesté bruyamment dans plusieurs villes du Togo, mais également à l'extérieur. Et où vous étiez ce jour-là? Ah oui, le 19 août 2017, c'est ça. Je crois que j'étais chez moi, mais aussi un peu curieux de savoir ce qui allait se passer, parce que vous vous souvenez que quand le PNP avait lancé l'appel, il y avait une interdiction venant du ministre de la Sécurité, et chacun sentait à peu près que cela pouvait déboucher. Et donc nous étions sortis à un moment donné pour voir comment les choses se passaient dans la ville. Et donc je peux dire tout simplement que j'étais chez moi, mais à un moment donné, donc poussé par la curiosité, j'étais sorti pour voir à peu près comment les choses évoluaient. Beaucoup ont été surpris, sans doute que c'est aussi votre cas. Oui, on a été surpris, cela c'est clair, parce que le PNP avait commencé tout doucement ses contacts avec les populations. Progressivement, cela prenait de l'ampleur, mais jamais on n'avait pensé à ce qui était arrivé le 19 août 2017. On n'avait pas prévu cela, on n'avait jamais pensé à ça. Vous savez, depuis le début des années 90, où il y a eu le soulèvement général avec le 5 octobre, quand cette fièvre est passée, on pensait que le Togo n'allait plus jamais connaître une situation du genre avant que le 19 août 2017 n'arrive. Donc on l'avoue, on a été un peu surpris et on était nombreux à admirer donc cette capacité de mobilisation du président du PNP à l'époque. Au-delà de son aspect historique, puisque beaucoup pensent que c'est devenu une date historique, au-delà de cet aspect historique, est-ce que c'est une date qui a pu changer la manière de percevoir ou de faire de la politique dans notre pays? Oui, mais vous dites que beaucoup on pense que cette date est devenue historique. Vous savez, l'historicité de cette date n'est plus à démontrer. Et le 19 août a marqué un tournant décisif dans l'histoire politique de notre pays. Cette date sera gravée à jamais dans l'histoire politique de ce pays. Et vous savez, aujourd'hui, ça a nécessairement changé les choses. Ça a nécessairement changé les choses. Vous avez vu ce qu'on a connu la dernière fois
à l'Assemblée nationale, avec les modifications apportées à la loi Bojona, et des modifications que nous avons jugées hautement liberticides apportées à la loi Bojona, et cela montre que 2019 a fait quelque chose. Vous savez qu'il y a aussi des ministres de ce pays qui étaient montés au créneau pour dire qu'il n'y aura plus jamais de 19 août dans notre pays. Cela voudrait dire que 19 août a quand même marqué les esprits. Et que ce soit au niveau de l'opposition, que ce soit dans le parti au pouvoir, ça a marqué les esprits. Et ça a fondamentalement changé les choses, ça va changer les choses. Et les choses ne seront plus jamais tout à fait les mêmes donc après le 19 août. Est-ce qu'on peut parler d'une certaine radicalisation un peu plus du pouvoir en place? Oui, mais cela est clair, parce que quand vous avez traversé quelque chose comme ce que le pouvoir a traversé le 19 août, et avec les mobilisations immenses qu'on avait dans les rues, les foules immenses qu'on avait dans les rues, et avec cette mobilisation historique, si on est quand même arrivé à circonscrire tout cela et à se maintenir au pouvoir, il y a de quoi donc se radicaliser. Mais vous savez, il faut qu'on comprenne que la radicalisation a quand même ses limites. Quand vous êtes au pouvoir, vous devez concevoir qu'un jour ou l'autre, vous devez quitter le pouvoir. C'est quand vous ne concevez pas que le pouvoir, on doit le quitter, on peut le quitter et vivre, qu'on a une certaine forme de radicalisation. On peut, donc nous sommes en politique, quand vous traversez une situation comme ça, on peut chercher donc à changer un peu les choses pour ne plus vivre une situation comme cela, mais vous êtes appelé à quitter le pouvoir et ça, vous devez l'intégrer pour savoir quand même ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez dit tantôt qu'il y avait des foules immenses dans les rues, notamment à Lomé, à Sokodé, mais aussi au sein de la diaspora togolaise. Aujourd'hui, il y a comme une forme de déception, puisque la question c'est de savoir ce qu'on a fait de toutes ces foules qui étaient dans les rues. Oui, effectivement, la question de savoir ce qu'on a fait de toutes ces foules qui étaient dans les rues, c'est vrai que, et a priori, donc on peut quand même penser que le bilan de tout ce qui a été fait, peut-être que c'est négatif, qu'on n'a pas pu tirer profit de ces foules immenses qui étaient dans les rues. C'est vrai qu'on aurait dû avoir donc des résultats beaucoup plus reluisants, des résultats beaucoup plus concrets avec cette mobilisation historique. On n'a pas pu le faire. Mais cela ne voudrait pas dire non plus que le bilan est totalement négatif. Il y a des choses aujourd'hui qui sont restées, qui sont des choses importantes et politiquement importantes que nous pouvons donc noter et qui font que nous pouvons espérer que les choses aillent mieux dans notre pays demain. Donc tout n'est pas négatif. C'est vrai que les foules ont été et les populations sont déçues, sont très découragées. Mais il n'y a pas que le côté négatif, il y a eu quand même des aspects positifs de cette mobilisation. Lesquels par exemple? Parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Oui, vous n'en voyez pas beaucoup, mais il y en a eu. Bon, de toutes les façons, aujourd'hui, c'est vrai quand même qu'il y a eu ce schisme au sein de la C14, mais aujourd'hui, il y a quand même un noyau de la C14 qui est resté. Si on peut dire que c'est quand même un aspect positif de la chose, qui a adopté une charte, qui sont quand même des choses que nous demandions depuis. Vous savez, dans les différentes coalitions auxquelles nous avons dû appartenir, on a toujours réclamé donc une charte pour l'opposition qui n'avait jamais été adoptée. Maintenant, avec ça, on a quand même un noyau aujourd'hui qui a pu adopter une charte. C'est un aspect positif de cette lutte. Mais pour aller plus loin, nous avons quand même obtenu les réformes, surtout les deux tours. Hein. Il y a quand même l'obtention des deux tours. Vous savez que depuis, même les deux tours, le pouvoir ne voulait pas concéder cela. Aujourd'hui, on a quand même, du moins les deux tours aux élections présidentielles. On a quand même organisé les locales. Vous savez que ça fait des années qu'on nous promettait de faire les locales. C'est depuis 2007 que la loi sur la décentralisation a été votée, mais jamais on a voulu organiser les locales. On reportait toujours à Calangrec
ces élections locales. Aujourd'hui, c'est chose faite, les élections locales ont été organisées, même si les résultats ne sont pas ce qu'ils doivent être pour l'opposition. On sait que dans 5 ans, les locales seront réorganisées. Et 5 ans après, ces locales seront réorganisées. Ça a démarré, donc ça ira de l'avant. C'est un aspect positif également de cette lutte-là. Il y a eu l'émergence quand même d'un parti comme le PNP, qui aujourd'hui a fait que on a 2 grands partis politiques au sein de l'opposition. Ça fait du poids vis-à-vis du parti au pouvoir. C'est-à-dire une partie qui est au sud, une partie qui est dans le septentrion. C'est une bonne chose qu'il y a eu également le 19 août, parce que le PNP a créé le 19 août, mais le 19 août a fait aussi le PNP. Cela, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a beaucoup d'aspects, on ne peut pas les énumérer ici tous, je ne les ai pas tous en tête, mais il y a quand même des aspects positifs que nous pouvons noter. Donc, à propos d'un de ces aspects que vous rangez sur les tablettes positives au niveau de l'opposition, c'est ce rassemblement qu'on a connu autour de la C14. Mais certains estiment que le 19 août a également permis à un moment donné de révéler les vieux démons au niveau de cette opposition, les faiblesses ou les manquements à s'unir. On l'a constaté, vous l'avez dit, il ne reste au niveau de l'opposition aujourd'hui qu'un noyau au niveau de la C14. Est-ce que c'est une situation que vous regrettez? Oui, évidemment. Ce n'est pas une situation qu'on peut ne pas regretter. Et on est conscient aujourd'hui que face à ce pouvoir, il faut nécessairement que l'opposition s'unisse. Mais si nous sommes arrivés donc à constater ce schisme au sein de la C14, c'est tout simplement parce que il y a eu des difficultés énormes que on n'a pas pu circonscrire, et on ne peut que le regretter. On aurait aimé que les choses soient autrement et que cette coalition qui a fait rêver tant les Togolais, on aurait aimé que cette coalition puisse demeurer et que l'on puisse continuer. Mais il y avait des divergences profondes et des situations qui faisaient que certains ne pouvaient pas espérer quelque chose donc de cette union qui apparemment était une très bonne union et qui avait fait rêver tant les Togolais. Vous personnellement et votre parti, je crois que vous n'êtes plus à la C14. Oui. Est-ce qu'on peut espérer un probable retour? Oui, mais vous savez, nous avons maintenant, compte tenu de peu d'expérience que nous avons acquis au cours donc de nos passages successifs au sein des coalitions au niveau de l'opposition. Vous savez, nous étions membres de la coalition Arc-en-Ciel. Bon, la coalition Arc-en-Ciel elle-même, elle a disparu. Nous avons été après membres de la C14, membres d'abord de CAP 2015 et puis après membres de la C14. On a quand même eu à voir un peu les choses de près. Et nous nous sommes dit, par rapport à ces expériences, qu'il faut voir les choses autrement. Il y a des réalités de cette opposition, il y a des divergences au sein de cette opposition, il y a des situations liées à l'historique même de cette opposition avant que nous autres, nous n'arrivions donc sur le terrain politique, qui sont là et qui suivent cette opposition. Il faut arriver aujourd'hui, non plus à s'arc-bouter ou bien à s'accrocher à une situation que l'on sait visiblement qu'on ne peut pas obtenir. C'est-à-dire que nous sommes toujours décarcassés, nous sommes toujours évertués à chercher un candidat unique au sein de cette opposition. Mais l'expérience que nous avons acquise tout au long donc, de ce parcours nous font dire aujourd'hui, nous font croire aujourd'hui, bien que nous puissions nous tromper, cette expérience nous font dire aujourd'hui que nous ne pouvons pas obtenir un candidat unique au sein de cette opposition. Il faut une autre alternative. C'est cela qui a fait que nous avons fait notre sortie le 21 mai dernier pour faire une proposition que nous avons jugée donc capable d'espérer et d'atteindre l'alternance politique dans notre pays. Nous parlerons de cette proposition du 21 mai dans un instant, mais continuons pas à parler du 19 août, puisque cela fait partie, comme on l'a dit, de l'histoire politique de notre pays. Le 19 août, c'est Tipi Akadam, c'est le PNP.
Et on a l'impression que depuis Tipi Achadam, on n'a plus de ses nouvelles. Et on parle de moins en moins de lui. Et comment partagez-vous sa situation? Est-ce que c'est une situation qui vous gêne? Oui, c'est évidemment, ça doit être une situation qui doit me gêner. Vous savez, quand M. Tipi Achadam a lancé son mouvement le 19 août, la situation aurait pu lui permettre de rester. Si la situation sécuritaire dans notre pays lui permettait d'y rester, cela aurait potentialisé la lutte que nous étions en train de faire. Mais M. Tipi Achadam était le seul à pouvoir évaluer les risques qu'il encourait et à chercher les solutions pour sa sécurité. Et ça, personne ne peut le lui reprocher. Mais il serait resté, ça aurait pu donner un punch à cette lutte que nous avons menée. C'est lui qui a lancé le mouvement. Il est parti compte tenu des conditions sécuritaires dans notre pays. Il ne se sentait plus en sécurité. C'est tout à fait normal qu'il cherche à aller là où il va se sentir en sécurité. Donc c'est une situation que nous regrettons nécessairement, cette absence du porteur de ce mouvement, son absence sur le terrain. C'est une situation que nous regrettons et que nous regretterons toujours. Mais sa sécurité valait beaucoup. Il fallait donc qu'il se mette à l'abri. Si c'est un manque à gagner important pour ce qui concerne la suite du processus, qu'est-ce que vous lui conseillez? Puisque j'ai lu en venant à cette émission, certains lui demandent de revenir. Oui, c'est ça, mais les gens vont lui demander de revenir. Quand vous m'avez posé la question, j'ai souri. Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a que lui seul qui soit en mesure d'évaluer les risques qui sont sur le terrain par rapport à sa personne. Nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas tout simplement nous lever et puis demander à M. Tipi Achadam de rentrer au pays parce qu'on a besoin de lui. Certes, on a besoin de lui, ça c'est clair. Maintenant, est-ce que c'est à nous de lui demander? Lui seul peut évaluer quand il va rentrer, quand il fera donc sa sécurité, il verra que sa sécurité est garantie, il va décider de rentrer. Et en ce moment, donc, on pourra voir ce que cela va donner. Ce qu'on peut peut-être lui demander, c'est de veiller, au fur et à mesure, c'est de veiller au jour le jour, à suivre les choses de près, pour que, au moment où, donc les conditions, dès que les conditions lui permettent de revenir au pays, qu'il n'y ait plus d'hésitation, donc qu'il puisse rentrer. Donc je suis d'avis avec ceux qui cherchent à ce qu'il revienne. Je suis d'avis avec eux, mais comme je l'ai dit, il est le seul à évaluer les risques qui sont sur le terrain. Sans doute que Tipi Achadam suit de près toute l'actualité politique au pays, puisqu'on l'a écouté dans un dernier audio demander à ce que Faure Gnassingbé ne soit pas candidat pour une 4e fois. Et sur cet appel-là, que répondez-vous? Oh, qu'est-ce que je peux y répondre? Nous étions tous unanimes là-dessus. Quand on était dans la C14, on était unanime que le président Faure ne doit plus se présenter pour un 4e mandat. Et c'était le mot d'ordre même de la C14. Il y avait, c'est vrai, on demandait le retour à la constitution de 92, mais le retour à la constitution de 92, c'était que M. Faure Gnassingbé ne puisse plus se présenter donc pour un 4e mandat. Et ça, on était tous d'accord là-dessus. Donc, ce que M. Tipi Achadam a dit n'a rien de surprenant. C'est l'avis de toute l'opposition. C'était l'avis donc de la C14. Et je crois que c'est l'avis de la majorité des Togolais. Donc, cela va de soi. Et je suis tout à fait d'accord donc avec cette proposition du président du PNP. Oui, c'est un appel qui est lancé, je l'ai dit tantôt, par Tipi Achadam. Certains l'ont relayé. Mais on a l'impression que ça ne mobilise plus autant. La question de la candidature ou non du chef de l'État, on a l'impression que cette question est en passe d'être réglée ou c'est réglé. Oui, ça se comprend tout simplement vis-à-vis donc de la déception que les Togolais ont connue, comme on l'a dit, de cette grande mobilisation qui apparemment n'a pas abouti à faire en sorte que
l'on puisse au moins obtenir que le chef de l'État ne puisse pas se présenter en 2020. Et cela était difficile parce que il y avait la demande qui était de retourner à la Constitution de 92. On n'a pas pu avoir donc ce retour à la Constitution de 92. Le vote de la diaspora, on n'a pas pu l'avoir, etc., etc. Mais on aurait pu au moins avoir que le chef de l'État, obtenir que le chef de l'État ne puisse pas se présenter donc à l'élection présidentielle de 2020. Mais cela également n'a pas été obtenu. C'est tout à fait normal que les gens soient déçus. La déception était grande. Cela explique aujourd'hui que la population se désintéresse un tout petit peu. En réalité, c'est pas que les gens ne veulent plus. Les gens veulent toujours que le chef de l'État ne se présente pas. Mais il y a un désintéressement de la population vis-à-vis de cette question parce que on se demande si on a encore les moyens de réclamer un certain nombre de choses, de demander un certain nombre de choses au pouvoir que nous avons en face de nous. Est-ce que quelque part la candidature non du chef de l'État actuel, cette question-là n'est pas aussi réglée par les dernières révisions apportées à la Constitution? Je parle des réformes constitutionnelles. Oui, mais de toutes les façons, c'est réglé. Mais vous n'êtes pas sans savoir que ces réformes ne répondent pas aux normes demandées par le peuple togolais. Nous avons dit que ces réformes ont été faites, mais que ces réformes ne limitent pas radicalement le mandat présidentiel. Et c'est contre cela qu'on s'est insurgé à l'époque. Contre ces réformes, on n'a pas été d'accord. On avait fait comprendre notre position de manière claire et limpide, qu'on n'était pas d'accord parce que c'était donc des réformes. Et on disait que le mandat était limité, mais en réalité c'est un mandat qui n'est pas limité puisque la Constitution donne la possibilité de revenir donc sur cette décision par voie référendaire. Donc c'est cela, on ne peut pas dire. C'est vrai que le test à l'Assemblée règle ce problème du chef de l'État, mais n'oubliez pas que ce test-là n'est pas conforme à la volonté du peuple togolais. Donc au sein de la population, ce problème n'est pas réglé. On vous sent très préoccupé par 2020. Pourquoi? Oui, parce que tout ce que nous faisons au niveau, je crois, de l'opposition aujourd'hui, c'est vrai que nous avons tous créé nos partis politiques pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Mais aujourd'hui, vous devez être d'accord avec moi que avant qu'on ne puisse faire réellement la politique et que les débats puissent être un débat de haut niveau, un débat politique, comme on le voit par exemple sur les chaînes sénégalaises, sur d'autres chaînes, un débat de haut niveau, de débat d'idéologie politique, parce qu'aujourd'hui les débats que nous faisons dans notre pays, quand j'arrive sur les médias, tout ce qu'on peut demander jusqu'à un passé récent, ce n'était que les réformes, ce n'était que la décentralisation. Mais il y aura un moment où il y aura un combat d'idées même, du point de vue politique. Vous dites que vous êtes de la droite, vous dites que vous êtes de la gauche, qu'est-ce que cela veut dire concrètement et qu'est-ce que cela peut apporter quand vous serez au pouvoir. Il y aura des débats comme cela. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Nous sommes préoccupés d'abord par l'alternance politique que nous devons avoir dans notre pays et ce n'est qu'après cela que la politique réelle va commencer donc, dans ce pays. Aujourd'hui, ce qui est préoccupant, c'est l'alternance politique. Tout ce que nous faisons doit rimer, tout ce que nous faisons doit concourir, in fine, à l'obtention de cette alternance politique. Que ce soit les locales auxquelles nous participons, que ce soit les législatives auxquelles nous participons, que ce soit les débats que nous faisons donc sur les médias, quand on profite de cette liberté d'expression que nous avons, tout cela doit pouvoir concourir donc à l'alternance politique. C'est pour cela que nous étions préoccupés qu'à l'approche des locales, nous avons donc appelé toute l'opposition à se mobiliser pour les locales, mais tout cela, ça doit concourir à faire en sorte que l'alternance puisse être une réalité en 2020. Donc pour nous, ce qui est important aujourd'hui, c'est 2020. Et vous avez vu, quand on était sorti
des locales, il y avait beaucoup de débats qui étaient sur la constitution des mairies au sein de l'opposition, les reports de voix au sein de l'opposition. C'est très bien, c'était important, mais on a sonné l'alarme qu'il fallait vite régler ce problème-là, le laisser quelque part pour nous tourner vers l'essentiel qui est 2020, le plus important, qui est 2020, parce que c'est en 2020 que nous devons jouer l'alternance politique. Et nous pensons aujourd'hui, laissez-moi une petite minute, aujourd'hui, à Santé du Peuple, qu'il y a un certain nombre de conditions qui sont réunies pour que 2020 puisse être l'année de l'alternance dans notre pays. Je suis tenté de compter le nombre de fois où vous avez prononcé le mot alternance, peut-être 6 ou 7 fois déjà. Ça veut dire que c'est une forme pour vous, une forme de bouchon, de blocus qui ne permet pas véritablement à notre démocratie ou à notre pays de décoller comme vous le voulez. Oui, mais de toutes les façons, c'est là évident, M. Atiobé. Vous avez vu les reculs que nous avons encore connus, ne serait-ce que par rapport à la loi, Bojona. Vous avez vu le comité de la mise en œuvre de la Convention contre la torture était dernièrement à Genève. Il a fallu l'intervention d'autres personnes pour nous demander de fermer la prison où nous-mêmes nous mettons nos frères. Il a fallu l'intervention d'autres personnes, des étrangers, entre guillemets, pour nous dire de fermer la prison où nous-mêmes nous laissons nos propres frères. Mais cela, il y a quand même il y a à dire. Il y a à dire par rapport à tout ça. Donc nous sommes convaincus que tant qu'il n'y aura pas l'alternance, les choses ne peuvent pas avancer normalement dans ce pays. Ceux qui sont au pouvoir peuvent avoir toute la volonté possible. Il y aura toujours des conditions qui vont les obliger ou bien qui vont faire en sorte qu'ils vont chercher à reculer. Et c'est ça que nous avons vu avec le 7 août dernier avec les modifications apportées à la loi Bojona. Sans doute, si nous avons le temps, nous parlerons de Genève et des recommandations qui ont été faites au Togo, mais je voudrais rappeler tout simplement que ces recommandations, c'est un mécanisme qui n'est pas seulement propre au Togo. D'autres pays également subissent les recommandations du Comité des Nations Unies contre la torture. Le 21 mai, vous avez réuni la presse, vous avez fait des propositions. Est-ce qu'on peut revenir sur ces propositions-là? Que voulez-vous concrètement? Merci, M. Atoubé. C'est vrai, le 21 mai dernier, nous avons réuni la presse. Nous avons fait donc une proposition. C'était à la veille des locales. Et après les locales, on a récidivé parce qu'il était important pour nous que cela soit compris de tous les acteurs politiques de l'opposition. Je crois le 23 juillet dernier, on a récidivé et on a apporté des éclaircissements, on a essayé de clarifier un certain nombre de points qui se trouvaient déjà dans notre conférence de presse du 21 mai dernier. Au fait, quelle est notre préoccupation? Nous sommes conscients aujourd'hui, et les élections locales et toutes les élections auxquelles on a participé après, et puis surtout, non, c'est surtout les élections locales depuis le 19 août, et montrent que quand nous ne sommes pas, si nous ne sommes pas unis, on ne peut pas espérer réellement grand chose de l'élection présidentielle à venir. Je ne dis pas que si nous ne sommes pas unis, c'est plié. Je ne dis pas que c'est plié. Mais je me dis que pour maximiser les chances de l'opposition, il faut nécessairement aller donc à une candidature unique de l'opposition. On est parti de ce simple fait-là. Parce que unis, on est toujours plus fort. Et nous avons vu que la désunion au sein de l'opposition ne crée pas la dynamique populaire nécessaire qui doit permettre de limiter les abstentions électorales et augmenter le taux de participation aux élections. Et notamment ce que nous allons avoir en 2020. Donc on est parti de ce constat qu'il faut nécessairement qu'il y ait un candidat unique de l'opposition. Mais on est parti d'une autre réalité. C'est que d'abord, la coalition qui est là aujourd'hui ne comporte pas tous les grands partis de l'opposition. Deuxième chose, il est clair aussi aujourd'hui qu'il va être extrêmement difficile de pouvoir s'accorder. C'est-à-dire que toute l'opposition s'accorde sur un candidat derrière lequel elle va s'aligner
pour aller à la présidentielle de 2020. Compte tenu des divergences internes, c'est une opposition que nous avons jugée un peu disparate du point de vue idéologique, c'est tout à fait normal. Tout ça, on fait que nous sommes dit, quelle est l'alternative qu'il faut y trouver? Si nous sommes d'accord que nous devons avoir un candidat unique pour aller à la présidentielle. Vous savez, les gens disent que non, quand il y a certains qui disent non, c'est parce que je n'ai pas d'ambition présidentielle cette année, c'est pour ça que je crie. Ce n'est pas ça le problème. Quel est le schéma? Nous devons aller à une candidature unique de l'opposition. Maintenant, nous ne pouvons pas non plus trouver ce candidat-là au sein de l'opposition, compte tenu des circonstances que nous connaissons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant aller chercher ce candidat-là ailleurs. Ce n'est que un raisonnement très simple. Il faut aller chercher ce candidat-là ailleurs. Maintenant, dans cette recherche de candidats ailleurs, on s'était rendu compte, heureusement, que même ailleurs, cela pouvait présenter des intérêts pour nous qu'on n'aurait pas nécessairement en choisissant ce candidat-là en notre sein. Donc, nous avons proposé qu'il faut le choix d'un candidat unique apolitique, qui sera porteur d'un programme commun de toute l'opposition et qui va aller donc à l'élection présidentielle, qui sera donc choisi par l'opposition et soutenu par l'opposition, qui va aller donc à la présidentielle de 2020, organiser tout ce qui doit être autour, mettre toutes les conditions, que ce soit les conditions diplomatiques, que ce soit les conditions matérielles, de son côté, pour pouvoir gagner la présidentielle de 2020 et entrer réellement en possession des instruments de la gouvernance, et ouvrir une période de transition pour faire en sorte que tous les fils et toutes les filles de ce pays puissent se réunir pour baliser la voie à une véritable alternance politique dans notre pays. Parce que pour nous, le fait de prendre le pouvoir même ne constitue pas encore la véritable alternance. Parce qu'il faut que, c'est vrai que le peuple togolais, lui, il cherche une alternance tout simplement, mais nous qui sommes à la tête, nous devons faire en sorte que l'alternance que nous allons trouver ne soit pas juste une alternance, mais une alternance génératrice de développement, une alternance génératrice de développement durable pour notre pays. Donc, il y aura eu l'ouverture d'une transition, d'une période de transition démocratique, où nous allons donc associer toutes les filles et tous les filles de ce pays et baliser la voie à une alternance que nous appelons donc porteuse d'espoir, une alternance porteuse de développement durable pour notre pays. Quelles sont les chances que vous vous donnez pour que cela réussisse? Justement. Ou bien pour que cela réussisse. C'est un projet. Hein, non, je n'ai pas à me donner des chances. Je n'ai pas à me donner des chances. J'ai eu une idée que j'ai émise. Je peux essayer de mettre les chances de mon côté. C'est différent. Je n'ai pas à me donner des chances, mais qu'est-ce que je peux faire de mon côté pour que cela puisse produire quelque chose? Justement, quelles sont les chances que vous vous donnez? Là, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites depuis que cette idée elle est née et mise sur la place publique? Est-ce que vous avez pris des contacts? Je vais d'abord dire, parce que depuis quelques temps, j'essaie de dire que à la fin, on en parlera, parce qu'il y a un certain nombre de choses. Vous savez, quand on a fait la conférence, on a fait donc des courriers de transmission. Et dans ces courriers de transmission, on a demandé à prendre des contacts avec les différents présidents de partis politiques dans notre pays pour discuter. Le projet suit son cours. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Le projet suit son cours. Et donc, à la fin, on fera donc un bilan de tout cela. Vous avez fait des constats et vous êtes arrivé à conclure qu'il faudrait trouver ce candidat unique éventuellement, et ce candidat unique ailleurs. Cet ailleurs-là, c'est où? C'est au Togo? C'est à l'extérieur? Non, mais ça peut être au Togo, ça peut être quelqu'un qui réside
depuis au Togo, ça peut être au niveau de la diaspora. La chose la plus importante, c'est que la personne soit togolaise. C'est ça le plus important. Et que, mais si ça doit être de la diaspora, ça veut dire, je suppose que ça veut dire que la personne est déjà rentrée chez elle, parce qu'il y a les conditions d'éligibilité, il y a les conditions de résidence. Vous savez ça mieux que moi, que pour être éligible, pour être candidat, il faut résider sur le territoire national 1 an avant la présidentielle. Donc je suppose que c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas que c'est pour un certain nombre de personnes. Ça peut être ici, ça peut être ailleurs, mais à condition que ceux qui sont au niveau de la diaspora et qui désirent donc candidater doivent être déjà rentrés dans leur pays, ou bien doivent être dans leur pays, non pas nécessairement, non pas pour candidater, parce que quand la personne entre pour candidater, c'est que la personne déjà a pris sur elle-même d'être candidat à la présidentielle. Ça, c'est différent. Notre projet, ce n'est pas de soutenir quelqu'un qui se porte déjà lui-même candidat, mais de choisir et de soutenir quelqu'un pour la présidentielle de 2020. Donc, c'est que la personne peut-être est rentrée, non pas nécessairement pour se présenter à une élection, mais la personne est rentrée chez elle pour que, à la fin, que cette personne puisse respecter les conditions de résidence. Dans certains milieux, on estime que la question de la candidature unique de l'opposition portée par un acteur politique ou non, que cette question-là aussi était réglée par le fait que des modifications ont été apportées à la constitution du Togo et qu'il faut désormais passer par des élections à 2 tours. Est-ce que vous comprenez ceux qui tiennent ce type de discours? Je ne les comprends pas vraiment, parce que en réalité, ce n'est pas parce que nous avons une loi que nous sommes obligés de profiter nécessairement de cette loi. Si nous pensons que pour le moment, on ne peut pas réellement profiter de cette loi-là. Ce n'est pas parce qu'on nous a fait une loi que nous devons nécessairement en profiter. Si pour le moment nous jugeons qu'on ne peut pas profiter réellement de cette loi. Pourquoi vous ne pouvez pas profiter? Oui, parce que tout simplement nous disons que le pouvoir que nous avons en face de nous, toutes les élections présidentielles passées, s'est arrangé pour gagner la présidentielle avec plus de 50% des suffrages exprimés. Si on a cette condition-là, que le pouvoir a toujours gagné, s'est toujours arrangé pour gagner sa présidentielle avec plus de 50% des suffrages exprimés, mais qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui que c'est parce qu'on ira ensemble qu'on ne viendra pas nous dire que le pouvoir a gagné avec 55%, avec 52%, et puis c'est plié, il n'y aura pas de second tour. Donc c'est par rapport à l'historique même de cette élection présidentielle dans notre pays que nous nous disons qu'il ne faut pas s'aventurer donc aujourd'hui sur ce terrain. Et puis surtout que nous avons dit que dans les pays environnants, dans la sous-région, vous savez qu'il y a des pays de vieille démocratie comme le Sénégal, des pays de vieille démocratie comme le Nigeria, où les 2 tours sont dans la Constitution, mais les chefs d'État ont gagné. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas gagné proprement, mais ils ont gagné au premier tour. Et c'est les toutes dernières élections dans ces pays-là que nous, avant donc la présidentielle de 2020 chez nous. Donc toutes ces conditions réunies, nous disons, nous ne disons pas que nous avons la science infuse et que ce que nous disons est une parole d'évangile. Mais c'est comme cela que nous voyons la chose, que compte tenu de ces conditions-là, il vaut mieux ne pas s'aventurer sur ce terrain et s'unir pour dire de ces 2 tours-là, on en profitera après. Quand vous parlez de l'opposition, on sait au Togo que cette opposition elle est vaste, plurielle et diversement composée. Au sein de cette opposition, il y a un parti politique qui a annoncé et organisé des primaires durant ce mois d'août. Cela suppose que si éventuellement les primaires sont tenues, que ce parti dégage un candidat, est-ce que cela ne compliquerait pas ainsi votre projet? Oui, c'est évident. C'est évident parce que cela compliquerait. Quand nous avons fait notre sortie, nous avons quand même pris le temps de dire, si nous devons faire ça, il faut aller comme cela. C'est-à-dire qu'il faut qu'au bout d'un certain nombre de mois, que l'on puisse donc se mettre ensemble et dégager ce candidat
pour avoir le temps de se préparer pour la présidentielle de 2020. Mais au-delà donc de ce parti dont vous parlez, qui organise donc ces primaires, il y a également des candidatures qui sont des candidatures apolitiques, si je peux dire, qui sont annoncées en offre. Tout cela, ce ne sont pas de nature à faciliter notre projet, mais je pense que nous allons en parler jusqu'à ce que nous constatons que ce n'est plus faisable et donc on en tirera les conséquences. Bien, merci, docteur Georges Cuisson. Je rappelle que vous êtes le président du parti politique Santé du Peuple et à partir de cet instant, les auditeurs vont participer à l'émission avec les questions. Allô? Allô, bonjour, monsieur Pierre. Bonjour. Taoufik, et allez-y, votre question. Est-ce qu'à travers la loi qui institue le chef de l'opposition, avec l'accord de l'opposition qui est à l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui est d'accord avec le pouvoir, avec tout ce qui se passe, c'est une partie de l'opposition qui se promet de média en média pour prouver la loi sur la restriction des manifestations. On nous impose de manifester de 11h à 19h et à 18h. Et l'opposition qui est à l'Assemblée nationale est d'accord. Est-ce que le peuple congolais a la possibilité de demander la démission du chef de l'opposition, la démission du chef de l'opposition? Pour terminer, monsieur Président, Oui. le premier leader a demandé le plan d'action de l'opposition. Nous avons suivi à CAP 2015. Vous êtes le premier à quitter le mouvement. Vous êtes revenu à P14. Vous êtes l'un des premiers leaders qui avait demandé l'unité d'action et vous avez quitté encore 7 millions. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Bien, merci Taoufik pour les deux questions. Oui. La première question. La première question, est-ce qu'on peut demander la démission Du chef de file de du l'opposition. chef de file de l'opposition? La première profession peut demander la démission du chef de file de l'opposition. Je ne sais pas si les conditions, les dispositions juridiques le permettent. Et je ne sais pas. Maintenant, en fait, ma question que moi je pose après la question de notre ami Taoufik, c'est qu'est-ce que ça va apporter à ce que vous faites, la démission éventuelle du chef de file de l'opposition? Est-ce que ça permettrait qu'on n'adopte plus les lois au niveau de l'Assemblée nationale? Non, de toutes les façons, ça ne changera rien à cette disposition. Il faut plutôt, et pour cette loi, il faut plutôt que soit on demande à la Cour constitutionnelle de constater donc la non-constitutionnalité de cette loi et de l'annuler, ou bien demander une réélecture, demander que le chef de l'État retourne la loi à l'Assemblée nationale et qu'on en fasse une réélecture. En fait, allusion à quelle loi? La loi sur les manifestations, je pense que c'est ça, c'est de ça qu'il est en train de parler. Bien, merci. La deuxième partie de la question. Bon, la deuxième partie de la question, bon, vous savez, le problème, c'est que aujourd'hui, nous proposons l'unité de l'opposition autour d'un candidat apolitique. C'est parce que notre passage successif dans ces coalitions nous ont fait comprendre que on ne peut pas, on ne peut rien, c'est-à-dire on ne peut pas dégager un candidat au sein de cette opposition. Comme il le dit, nous étions le chantre de l'unité d'action au sein de l'opposition. Nous avons fait partie de CAP 2015, nous avons fait partie de la coalition des 14, avec espoir que l'on puisse dégager un candidat au sein de l'opposition. Si aujourd'hui je ne suis plus dans ces mouvements et je dis encore, allons faire une union au sein de cette opposition et choisissons un candidat de cette coalition, cela peut paraître assez paradoxal. Mais aujourd'hui, je ne suis plus dans ces mouvements et je demande une union de l'opposition, mais une union autrement. C'est-à-dire qui ne porte plus sur un candidat, sur un politique, sur quelqu'un de ce regroupement. On parlait de votre expérience, mais sincèrement, pour le Togo, est-ce que c'est plus la candidature ou un candidat unique de l'opposition que l'organisation même du processus électoral? Oui, mais quand nous avons dit, vous avez vu ce que nous avons dit, il y a tout dedans.
Il y a tout dedans. Si vous avez lu notre conférence de presse du 21 mai, nous avons dit qu'il faut un candidat unique apolitique qui pourra réunir, c'est-à-dire qui pourra mettre sur pied qui pourra apporter un nouveau souffle du point de vue diplomatique et matériel. C'est-à-dire diplomatique, c'est-à-dire capable donc d'aller chercher des soutiens diplomatiques, parce que nous sommes conscients que le pouvoir a tendance à prendre de l'avance sur nous dans ce domaine, mais également user donc de ce pouvoir diplomatique pour exiger les meilleures conditions, ou du moins les conditions acceptables de transparence de ces élections. C'est dit dans la conférence de presse. Et en plus de ça, nous sommes conscients qu'il y a aussi un problème d'organisation. La campagne électorale doit être organisée de manière à ce qu'on puisse aller dans les villages les plus reculés pour aller parler aux populations et qu'on organise une bonne vigilance électorale pour pouvoir prendre tous les procès-verbaux. Et tout cela, c'est une organisation matérielle de ces élections. Nous en avons parlé. Deuxième auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, on vous appelle comment? Oui, je vous écoute. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Aujourd'hui, j'aimerais vous demander pardon que vous allez me donner le nom du parti. Comme je réussis à reconnaître que je fais partie de cette parti. Allô? Quand vous avez créé votre parti, le parti que j'ai réussi à reconnaître que je fais partie de cette parti. Vous allez me donner le nom de ce parti. Ça c'est un. Oui, une seconde. Hein. Oui, est-ce que vous voudriez bien expliquer? C'est cette partie de la question moi-même, je n'ai pas compris. J'entends mal même. Effectivement, qu'il y a un parti dans ce pays que j'ai réussi à reconnaître que c'est cette partie-là qui est cette partie. Et le monsieur même comprendre le fond de ma question. C'est pourquoi je dis ça. Il y a les vrais opposants. Il y a des opposants visionnaires. Il y a des opposants créateurs. Ok, on a compris la deuxième partie de la question. Maintenant, la deuxième question. Quelqu'un qui est le conseil de vous, l'invité à votre conseil. C'est qui vous conseille. Mais c'est tout ce que vous faites et ce que vous faites. Ça peut vous dire, il vient devant le Dieu qu'il se pose à vous. Depuis, je n'arrive pas à comprendre. Monsieur Apollinaire, le catalyseur. Allô? Oui, en fait, je vous ai reproché cela une fois déjà, quand vous appelez, énormément, vous livrez. Oui, mais vous avancez, oui. Avant que le spectacle amoureux, on l'a assassiné, est-ce que M. Apollinaire est le conseiller du en même temps, il se pose à lui jusqu'à là où nous parlons. Ok, monsieur Mionoupo, oui, on a compris. Merci d'avoir appelé. Notre invité va réagir. C'est la première partie de la question. Oui, il y a ce débat qui est un débat vieux au Togo. Il y a des opposants qui sont des opposants de qualité et des opposants de moindre qualité qui sont de faux opposants. Il y a ce débat-là et il a une nouvelle fois porté. Je ne sais pas si vous avez une réaction à faire autour de sa réaction. Est-ce que vous avez cette impression qu'il y a plusieurs types d'opposants au Togo? Moi, je n'ai pas à dire qu'il y a plusieurs types d'opposants au Togo. Moi, je n'ai pas la possibilité de voir qui est bon opposant ou qui est mauvais opposant. Moi, je sais que quand on dit qu'on est de l'opposition, il y a certains comportements qu'on doit avoir. Et il y a certaines attitudes qu'on doit avoir et ça doit tenir dans le temps. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, on peut s'accommoder des changements
avec le régime, on peut s'accommoder de certaines choses et puis après dire, bon, on critique le régime, après on s'accommode. Moi, je pense que cette attitude-là n'est pas l'attitude d'une bonne opposition. Maintenant, chacun n'a qu'à voir si peut-être il se retrouve dans ça. Moi, je n'ai pas à dire il y a des bons opposants et des mauvais opposants. Moi, je ne connais pas bon opposant, je ne connais pas mauvais opposant, mais je sais tout simplement que quand on dit qu'on est d'opposant, il y a des attitudes qu'il faut avoir et ça doit tenir dans le temps. Ce n'est pas que on ne doit pas vaciller, on ne doit pas avoir donc cette attitude ondulatoire hein, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Non, on doit être constant dans ses propositions. Donc par rapport donc, au régime et par rapport à ces actes qu'il pose. Allô? Oui, allô? Allô. Bonjour. Bonjour, monsieur Pierrot. Oui, votre nom? Monsieur Kossi, bonjour. Kokou, il parle de... Monsieur Kokou. Monsieur Pierrot. Oui, on vous écoute, vous êtes en direct. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Bon, je suis monsieur Pierrot. Moi, j'ai en le cœur, lorsque 5 ans, j'étais sur le président. Je ne sais pas si vous parlez de l'idée de président de parti politique. Vous avez mal au cœur. Il y a trop de difficultés dans la politique congolaise. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Et vous voyez la politique, elle fait tout avec beaucoup de méchanceté. Non, mais en fait, Kokou, ça aussi, c'est des jugements de valeur. Puisque vous êtes togolais, est-ce que vous avez déjà essayé ce qui se passe au Cameroun ou ce qui se passe au Zimbabwe? Ok, allez-y pour votre question. Lorsque un président du parti propose une candidature unique politique, parmi la liste de ceux qui sont au pays, qui connaissent la politique et ceux qui sont étrangers, tellement ils sont évidemment parmi ceux qui sont au pays et ceux qui sont à l'étranger comme à politique. Et la recherche de candidature sein de l'opposition, c'est quelque chose qui est très difficile. Quand on a créé cette méthode dans le pays, la candidature unique, on a essayé une fois. En 2005, effectivement, et on a vu le nombre de Togolais qu'on a tué, et le pouvoir a pu refuser de donner le résultat à l'opposition. Est-ce que c'est la faute à l'opposition? Quel véritable lui-même a dit lors de son congrès? Notre congrès de leur parti a créé de la solution au problème de l'opposition à leur sein. Est-ce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, les leaders des partis politiques, ne se rendent pas compte que le problème, la solution à ce problème, c'est qu'il y aurait autour du parti que des tactiques entre chaque jour et à présent, à Donald, des espoirs de s'intéresser à la politique, s'attaquent entre eux. Or, oui, Kokou, on a compris cette partie. Et dans la deuxième partie. Cependant, le président du parti, quand il est pharmacien, il a une pharmacie. Quand est-ce que M. Boutan a décidé de fermer sa pharmacie au profit d'une autre pharmacie? Non, mais en fait, ça j'ai pas aussi compris ça. L'exemple là, je lui donne qu'il est président du parti. Il n'a qu'à laisser les autres partis. Son parti n'a qu'à travailler et faire ce qu'il peut faire. Ok, Kokou, est-ce que... Kokou, s'il vous plaît, Kokou. Il a fait une proposition en réalité. Si j'ai compris. La proposition ne tient pas. Ok, bien, merci Kokou de nous avoir appelé. Il dit que votre proposition ne tient pas. Non, de toutes les façons, ce n'est pas une parole d'évangile, hein, on l'a dit. Et puis on a dit que c'est une proposition et chacun est libre de concevoir cela comme il l'entend. C'est son point de vue, je le respecte. Puisque puisque à côté de lui, il y a beaucoup qui quand même ont félicité cette proposition. Donc c'est son point de vue, je le respecte. Il dit aussi que UNI estime que la solution au problème du Togo, c'est à unir. Et là, il rappelle
une intervention du chef de l'État au congrès de ce parti tenu à Thiébié, si j'ai bon mémoire, en 2017. Oui. Ouais. Vous avez cette impression-là que la solution pour le Togo, c'est à unir? Oui, mais la solution pour le Togo, c'est à unir. Mais est-ce que nous devons rester les bras croisés pour dire que bon, la solution, unir, la solution c'est à ton niveau, donc faire en sorte que nous puissions aller à l'alternance politique dans notre pays. Non, il faut trouver les moyens d'obliger unir. Donc nous sommes d'accord que la solution est au niveau de unir, mais il faut trouver les moyens d'amener unir à accepter l'alternance politique. Quatrième auditeur, allô, bonjour. Oui, votre nom? Oui, Yoshua de Zanguera. Oui, bonjour Yoshua. Qui, par exemple? Les gens qui font la queue même au niveau de l'opposition. En tout cas, je parle de l'ANP, de CDPA, je sais. Bon, apparemment, on met le table. Non, mais en fait, nous avons l'habitude d'inviter, et puis, vous savez aussi, les gens, leur calendrier. Ceux qui sont libres les dimanches, et ils viennent répondre à nos questions. Donc, je choisis votre question pour Dr Kwessan qui est là aujourd'hui. Oui, mais ma question, au début, on s'est demandé est-ce que Dieu n'entend pas la prière des Togolais. Mais moi, je vais poser la question comme ça. Est-ce que les Togolais écoutent Dieu? Et bien, Dieu, pour parler, il parle toujours à travers quelqu'un. Et je me demande plutôt à nos invités, est-ce que l'opposition togolaise écoute quelqu'un? Est-ce que non? Des conseillers. Est-ce qu'ils ont un leader sur les conseillers? Et les conseils, ils entendent, ils doivent écouter. Donc, on a quand même je crois que nous avons du mal à avoir convenablement Joshua, la liaison est en train de se dégrader. Est-ce qu'il est parti, Joshua? Oui. Bien, merci, on a compris. Mais, ça fait deux questions, cher ami. Deux, c'est bon pour vous. On va permettre à notre invité. S'il vous plaît, si vous pouvez me rappeler les questions, parce que j'entends très mal. Est-ce que vous écoutez quelqu'un au niveau de l'opposition? Est-ce que vous avez un conseiller ou est-ce que vous avez des conseillers? Bon, chaque parti politique doit s'organiser. Il n'y a pas un conseiller pour l'opposition, pour toute l'opposition. Je crois que chaque parti politique doit s'organiser à avoir son conseiller, ou bien chaque président de parti doit avoir son conseiller. Moi, j'ai mon conseiller. Bon, je pense que les autres aussi doivent avoir leur conseiller, mais il n'y a pas un conseiller pour toute l'opposition, à ce que je sache. La deuxième partie de la question. Oui. Sur votre proposition, est-ce que vous avez une idée de ce candidat idéal pour l'opposition, ce candidat politique? Non, je peux dire que en faisant la proposition, j'ai mes idées sur au moins 3 noms. Je peux dire que j'avais mes idées sur au moins 3 noms que j'ai jugé capables de faire ce travail-là. Mais je ne vais pas dire un nom, je vais dire aucun nom ici. Voilà, parce que je ne suis pas en train de faire la publicité à qui que ce soit. Mais j'ai au moins en tête 3 noms que je peux peut-être que je peux dire peut-être à un moment donné, mais je ne vais pas dire ça ici. Allô? Bonjour. Allô? Est-ce qu'on a l'auditeur? Non, on n'a pas cet auditeur, il est parti. Nous allons continuer le temps d'avoir un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? Oui, c'est Oui, comment vous allez? Oh, ça y Ok, est. votre question. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Pelé. Oh, d'abord, moi je peux parler d'abord de la date de 19 août. Cette date qui va montrer que l'unité n'a aucun pied pour l'or. C'est le TMT qui a démontré que la société
en 2017, sur les sièges au nord, il n'a aucun siège. Ça, c'est vrai. Concernant même l'opposition pour cette déclaration que M. Docteur vient de faire, bon, il y a des propositions qui ont été faites. Je vais parler de la proposition de M. José Alion, qui avait parlé d'une utilisation depuis 2016. Donc on n'a pas pu prendre ça. Mais là aujourd'hui, l'essentiel pour l'opposition, que moi je dis, le problème c'est quoi? Il faut que les partis politiques, les petits partis respectent les grands partis. Ça c'est l'essentiel. Et les grands partis doivent savoir que le grand même l'homme n'est pas tout. C'est-à-dire les grands partis doivent savoir que les petits partis sont là. Il faut un bloc, une organisation structurée de l'opposition pour avoir la terre. Mais aujourd'hui, là où le bas blesse, votre opposition, là où elle est malvenue, est que quand vous donnez déjà le profil du candidat là, il est apolitique. Je ne sais pas ce que le mot que vous appelez apolitique. C'est-à-dire qu'un apoliticien va venir prendre le pouvoir pour devenir apoliticien ou bien politicien. C'est ça le sens. Il faut aller à la compétition des choses. L'opposition doit être ensemble pour décider quelque chose en micro. C'est l'essentiel. Quand l'opposition est là, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé maintenant pour faire les élections locales là, a démontré que la compétition est finie entre l'opposition elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a personne de l'opposition qui a gagné un maire direct. Donc, ça a été un parti insuffisant pour gagner le pouvoir en 2020. Bien, merci. Le respect entre les partis politiques, c'est son conseil en réalité. Oui, mais non, en fait, c'est vrai, parce que nous l'avons toujours dit, hein, quand nous intervenons, nous disons toujours que, bon, ça dépend hein, de ce que on appelle les petits partis doivent respecter les grands partis. Effectivement, les petits partis, c'est-à-dire en termes politiques, doivent respecter les grands partis. Mais cela ne veut pas dire que les présidents, c'est-à-dire les présidents des partis politiques doivent se respecter entre eux. Mais les partis politiques, il y a de petits partis, il y a de grands partis. Ce n'est pas parce que tu es président d'un petit parti que tu es petit. Il y a une différence. Donc, les présidents doivent se respecter entre eux, comme tout citoyen doit respecter l'autre. Mais les petits partis doivent respecter effectivement les grands partis, surtout au moment où on dit il faut prendre des décisions, surtout au moment où on dit il faut peut-être faire des partages, ou bien peut-être il faut constituer une délégation. C'est-à-dire les petits partis doivent connaître leur place et les grands partis également doivent savoir hein, comment gérer les choses pour que les choses puissent marcher. Donc ça, je le lui conseille, mais entre présidents de partis politiques, il faut un respect mutuel. Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, commis, c'est de Zanguera? Bien sûr. Ok, allez-y. J'aimerais poser une question à notre invité. Et Si en 2020, oui. les opposants que nous avons nous font table rase autour de votre projet et que vous gagnez les élections et que l'armée togolaise vous le retire, allez-vous faire? Ça c'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation, vous avez vu, on a annulé des votes lors des municipales et on nous parle d'irrégularité. Quand vous y allez, vous fouillez dans ces irrégularités, vous allez voir des fourrages, vous allez voir des fautes ignorées, vous allez voir la violation flagrante du code électoral. Et quand vous posez la question, qui a fait ça, c'est le régime en place qui a utilisé le prêt togolais pour ces gens de civils. Quel est votre mécanisme de conscientisation, de suivi, de formation civique à cette population qui veut un idéal et fait son contraire? Merci, monsieur. Mais allez-y pour la réponse. Bon, pour la première question, je remercie l'intervenant. Hein. Pour la première question concernant l'armée, au fait, quand vous lisez notre pamphlet, nous avons beaucoup tenu compte de l'armée.
de l'armée togolaise. Parce que nous sommes conscients aujourd'hui que l'armée togolaise joue un rôle important dans la vie politique de notre pays. Et nous en avons parlé abondamment. Et c'est pour cela que nous avons proposé donc qu'il y ait, même après l'obtention du pouvoir, qu'il y ait l'ouverture d'une transition, et donc au cours de laquelle toutes les grandes composantes de ce pays pourront être associées, donc, pourront être associées à cette transition, pour que nous puissions travailler ensemble vers une véritable alternance dans notre pays. Nous avons, par rapport toujours à cela, nous avons demandé que ce candidat que nous proposons ne soit pas sorti du néant, évidemment, et que ce candidat puisse remplir les conditions qui pourront lui permettre d'ouvrir un certain nombre de portes au point de vue diplomatique. Et tout cela doit concourir ensemble pour que on puisse trouver des solutions à notre problème, à ce problème de l'alternance dans ce pays. Mais pour commencer, nous devons comprendre que l'armée togolaise est une armée pour le Togo. L'armée togolaise n'est pas l'ennemi des populations. De la même manière, les populations ne sont pas ennemies de l'armée togolaise. C'est notre armée, c'est une armée pour le Togo. Maintenant, pour ce qui concerne la seconde question, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me... La deuxième question porte sur les dernières municipales. Il évoque les irrégularités. Oui, c'est-à-dire on a pensé à tout ça. C'est pour cela que nous avons parlé d'une bonne vigilance électorale. Nous avons dit qu'il faut qu'on ait les moyens. D'abord, si l'opposition est réunie, cela peut permettre de mutualiser les efforts du point de vue financier. Et également, ce candidat que nous allons choisir également, et nous ne demandons pas qu'il soit milliardaire, mais que ce soit quand même quelqu'un qui peut mobiliser également des fonds pour que nous puissions donc faire une bonne campagne électorale et surtout assurer une bonne vigilance électorale pour que nous puissions minimiser au maximum les risques d'irrégularité, de fraude électorale. Allô, après Commis, est-ce qu'on a un auditeur? Allô, qui est là? Qui est là? Sur le 70 43 09 70. Allô, bonjour. L'auditeur là, on le sent. Oui, bonjour. Bonjour Pierrot. Oui, votre nom? Non, c'est Georges. Georges. Oui. Bonjour docteur. Bonjour Georges. Et de mon côté, je ne vais que vous apprécier et continuer sur ce sens et que ça soit même une sensibilisation. Merci. C'est le seul point que vous devez mener pour obtenir l'alternance. Donc, faites un effort pour réunir les opposants. Le premier, surtout, M. Djibi Achadam. Merci. Et ensemble étudier tout ce que vous entreprenez. Merci beaucoup. Merci. J'espère que c'est pas parce qu'on porte le même nom. Ah oui, il s'appelle Georges. Vous, c'est Georges Kwessan. J'ai pas eu le temps de lui demander son nom. Peut-être qu'il s'appelle Georges Kwessan, lui. Ou Ekwe, on ne sait jamais. Allô, un autre auditeur. Après Georges, c'est... Oui, c'est qui, s'il vous plaît? André, vous nous appelez d'où? Oui, votre question, André. D'abord, je voudrais féliciter la sincérité du docteur. Merci André. Dans notre situation politique, en ce qui concerne l'opposition, il y a beaucoup d'hypocrisie. Merci. Un appel que j'étais en train de lancer, c'est un appel salvateur. Si les gens pouvaient laisser leur égo, ne serait-ce que dans un programme commun, d'entendre que la personne choisie soit neutre, comme il le dit à politique, je crois que les populaires sont alliés. Et même si je pense même qu'ils donnent raison, parce qu'après les gens sont jugés. Si
réellement les gens savent qu'ils jouent leur rôle de constitution, il faut que c'est avec la situation qui est locale, et d'avoir dans le fait que c'est la force du peuple. Il faut un enfant. Merci beaucoup. C'est pourquoi ils peuvent en faire passer en réalité, ils peuvent passer en danger. Bien, merci André. Après Georges, vous avez un deuxième mot de félicitations venant d'Abedi. J'espère que le troisième auditeur, en fait, après André, celui qu'on va avoir, lui, va apporter une question. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Oui, bonjour. Vous appelez comment? Je m'appelle Richard. Richard, votre question. J'appelle de Thibaut. Richard appelle de Thibaut. Et votre question maintenant. Oui, ben, je d'abord le docteur. Merci Richard. Je remercie toujours pour sa lutte, parce que c'est la politique au Togo, ce n'est pas facile, c'est d'appliquer soi-même et sa famille. Mais moi je me dis, ma question est de savoir quand il veut parler d'une personne apolitique, est-ce que cela veut dire que les hommes politiques ont échoué dans, c'est pas du discrédit, mais ils ont échoué dans toutes les tentatives ou bien les manœuvres qu'ils ont fait, et puis maintenant ils font appel à la société civile et au parti indépendant. Il y a eu une personne qui n'a jamais fait la politique, mais qui est venue l'accompagner. Peut-être qu'ils ont vu que cette personne peut avoir les moyens pour financer ces activités. Actuellement, le parti au pouvoir, pour pouvoir affaiblir toute personne qui s'engage à le faire partie du pouvoir, cherche par tous les moyens à l'appauvrir ou bien à le rendre simple sur tous les plans. Donc, actuellement, quand il dit cet homme apolitique, il peut penser à la société. Il parle clairement de la société. Bien, merci beaucoup Richard et bon après-midi à tous nos auditeurs de Thiévier. Oui, mais je remercie Richard. Et il dit que si on demande aujourd'hui qu'on aille chercher un candidat politique, est-ce que nous avons constaté que nous avons échoué? Mais vous savez, reconnaître son incapacité ou bien reconnaître sa faiblesse, c'est plutôt une force. C'est plutôt une force. Et il y a Mandela qui disait « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Tout ce qui est arrivé jusqu'à maintenant, nous avons appris. Et reconnaître à un moment donné que nous ne pouvons pas faire ainsi, mais nous pouvons faire comme cela. Ce n'est que de la force. Si je joue avec un footballeur et je ne peux pas le dribbler, j'ai tout fait, je ne peux pas le dribbler. Mais si même je dois gagner, si je passe la balle à un autre qui marque, j'ai gagné ou je n'ai pas gagné. J'ai gagné finalement, c'est ça le plus important. Allô? Après Richard, est-ce qu'on a un auditeur? On n'a pas après Thiévier. Est-ce qu'on revient à Lomé avec les auditeurs de Lomé? Non, pas encore, pas d'auditeurs. Nous allons continuer. On a constaté que le Togo est en train d'organiser une série d'élections là. Et après les législatives en 2018, les municipales en 2019 et puis la présidentielle en 2020. Est-ce que quelque part, c'est pas harassant pour les populations? Puis à un moment donné, qui ne se retrouvent plus. Oh oui. C'est-à-dire organiser les élections tous les ans ou tous les 2 ans. Chaque fois, les gens sont aux urnes, le pays est en campagne à tout moment. Je crois qu'il y avait déjà certains leaders qui avaient attiré l'attention du pouvoir sur cela. Il y a dans des pays, on fait des élections générales. Pourquoi ne pas trouver un moyen? Moi, je pense que c'est aussi une stratégie pour le pouvoir d'affaiblir financièrement l'opposition et de fatiguer l'opposition, parce que le pouvoir sait qu'il a les moyens et que l'opposition doit se battre pour aller chercher ses moyens. Donc on organise les élections tous les 2 ans, tous les 3 ans. C'est une façon d'affaiblir financièrement l'opposition et de pouvoir se maintenir au pouvoir. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et moi je pense qu'il va falloir à un moment donné qu'on pense à organiser les élections générales comme ça se fait dans d'autres pays.
Mais au sortir de ces élections-là, il faut quand même reconnaître qu'il fallait organiser les élections de 2018, les législatives, puisque l'Assemblée qui était là, le mandat de cette Assemblée était à terme, et puis aussi, les locales étaient une réclamation de l'opposition, des bailleurs de fonds. Oui, mais les locales étaient une réclamation de l'opposition depuis des années. Est-ce que c'est en sortant d'une législative, 6 mois après, qu'on doit organiser les locales? Tout cela, je vous dis, c'est une stratégie pour affaiblir financièrement l'opposition. On pouvait faire aussi autrement. Mais de toutes les façons, à l'avenir, il faut qu'on pense à organiser les élections générales dans notre pays. Allô? Bonjour, bonjour. Oui, vous parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. C'est? Oui, Kossi, votre question. Parce que je me demande encore une question. Comment les opposants peuvent arriver à pouvoir gagner? C'est pas ça. Bien, merci. Que si pour les deux questions, est-ce qu'il y a une possibilité pour l'opposition togolaise de gagner en 2020? Oui, mais effectivement, s'il n'y avait pas une possibilité pour l'opposition de gagner en 2020, on ne serait pas ici en train de parler. Et vous savez, c'est un bon dimanche, une bonne journée dominicale. J'aurais pu être quelque part avec peut-être ma famille, mais c'est parce que nous y croyons que nous sommes ici et nous pensons que c'est notre devoir de le faire. Et donc, il y a une chance pour l'opposition, il y a même une grande chance pour l'opposition si nous nous organisons bien donc, autour d'un programme. Moi, je ne dis pas nécessairement que ce que nous avons proposé, que ce soit ça, mais il faut que l'opposition fasse tout pour s'organiser, pour qu'on puisse trouver un moyen d'aller bousculer les choses en 2020. Même ce que nous avons proposé, nous avons dit que c'est perfectible. Il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on réfléchisse pour voir ce qu'on va faire. Mais toute stratégie, en dehors de la stratégie unitaire en 2020, je suis sceptique. Comment gagner après des élections législatives remportées largement par le parti au pouvoir, des élections municipales remportées également largement par le parti au pouvoir, et comment renverser ou bien inverser la tendance? C'est toute la problématique et dans beaucoup de milieux on se pose des questions. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Les législatives du 20 décembre, on a vu ce que ça a donné. Ça a donné une majorité au pouvoir. Les élections locales, on a vu les équilibres politiques locaux. Et maintenant, toute la question, c'est de savoir ce qu'il faut faire en 2020 pour pouvoir renverser la vapeur. Mais toujours est-il que nous avons le devoir de réfléchir. Nous avons le devoir d'aller vers cela. Même si c'est difficile n'importe comment, on ne peut quand même pas jeter le manche après la cognée. Il faut qu'on trouve un moyen de réfléchir et de trouver une solution. Ça peut être difficile. Vous savez, des fois, c'est quand c'est très difficile ou ça paraît très difficile que les idées viennent mieux. Il faut qu'on trouve un moyen de faire en sorte qu'on puisse avoir l'alternance en 2020. Et au-delà donc de cette difficulté apparente, il y a également des conditions qui sont encourageantes. Et il faut en tenir compte pour se battre, pour aller donc vers cette alternance. Docteur, vous êtes porteur d'un projet et vous connaissez très bien aussi le terrain politique au Togo. Vous êtes conscient que c'est un projet qui peut aussi ne pas réussir. Si éventuellement ce projet ne réussit pas, est-ce que vous-même personnellement, vous serez candidat en 2020? Je ne peux pas répondre à cette question parce que je suis porteur d'un projet. Dire aujourd'hui, c'est-à-dire envisager, c'est vrai qu'un homme averti doit avoir un plan B, comme on le dit, mais ce plan B n'est pas pour moi nécessaire. Si je suis candidat en 2020, est-ce que c'est cela qui va permettre que nous allions vers l'alternance politique dans notre pays? Je ne le crois pas, puisque je dis que je crois aujourd'hui que la stratégie unitaire est la meilleure stratégie. Bon, donc permettez-moi
de rester sur ma position, de rester sur le projet que je porte, parce que dire aujourd'hui, donc envisager déjà un plan B pour cela, pour mon parti uniquement, je dis que c'est un moyen de ne pas donner la chance au projet que je porte de pouvoir aboutir. Un mot des restrictions, ou bien non, plutôt des modifications apportées récemment à la loi Bodiolan, un mot de cette intervention de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est, comme beaucoup le disent, un recul pour le Togo? Oui, mais un recul, nous avons fait sortir un communiqué. Le Parti Santé du Peuple a réagi par rapport à cela. Nous avons fait un communiqué dans lequel nous avons dénoncé ces modifications que nous avons qualifiées de hautement liberticides. Et nous avons donc tiré l'attention du gouvernement sur le fait que les libertés de manifestation est universellement reconnue, et on a demandé au chef de l'État d'user donc de ses prérogatives, je crois de l'article 67 de notre Constitution, qui lui donne la possibilité de demander de nouvelles délibérations de cette loi. Nous avons fait sortir un communiqué qui a circulé. Donc il faudrait que l'on puisse trouver une solution, une loi qui est modifiée dans tous ses aspects. Au niveau de l'itinéraire, il y a modification. Au niveau même du destinataire du courrier. Vous savez qu'avant c'était, je crois, c'est ce que j'ai vu, je n'ai pas vu la loi in extenso, mais au niveau même du destinataire de courrier, avant c'était au maire, maintenant c'est soit au préfet, soit au gouverneur. Et vous savez que les deux, politiquement, ne sont pas sur la même longueur d'onde. Le préfet, le gouverneur, ce sont des représentants du pouvoir central, vous êtes d'accord avec moi? Donc, en dehors de cela, et la loi est modifiée dans tous ses aspects. Au niveau de l'itinéraire, c'est modifié. Au niveau de la durée des manifestations, c'est modifié. Au niveau du nombre de manifestations à faire par semaine, c'est modifié. Au niveau du lieu où on peut manifester, c'est modifié. Mais vous ne pouvez pas me dire le contraire que de dire que cette loi et que cette modification est faite à dessein pour empêcher que les gens puissent manifester. Est-ce que vous ne comprenez pas aussi le pouvoir, puisqu'il parle de préservation d'un climat de paix, parce que notre sous-région est menacée par les terroristes? Nous sommes fondamentalement attachés à la non-violence. Vous savez, je suis médecin et c'est normal que je sois fondamentalement attaché à la non-violence. Et moi, je pense que il vaut mieux donner la liberté aux gens, parce que quand vous essayez de siphonner les espaces de liberté que les gens ont acquis de haute lutte, je ne sais pas si peut-être ça ne peut pas créer d'autres situations. On ne le souhaite pas, mais il faut libérer les choses. Aujourd'hui, nous avons une liberté d'expression. Je suis ici en train de parler. C'est une bonne chose. La liberté de manifestation en est également une des libertés fondamentales de tout être humain. Il faut que cela soit préservé. Il y a aussi la liberté d'organiser des fêtes traditionnelles. Et ça aussi, il faudrait le souligner et peut-être la saluer. Samedi, les populations du Grand Lomé, Bé, à Flao et à Goinivé ont organisé du Négnozan à Goinivé. Et puis il y avait à cette manifestation plusieurs acteurs du pouvoir, mais également de l'opposition. Cela a été salué notamment dans la presse. J'ai aimé ce titre-là. Il y a un confrère qui a dit que Dounégnozan a réussi là où le 27 avril a toujours échoué. C'est-à-dire que pour une première fois, là, il y a des acteurs de tous les bords qui étaient là, sur le même apatam. Non, mais est-ce que c'est Dounégnozan qui a réussi là où le 27 avril a échoué? Est-ce que c'est le 27 avril qui a échoué? Ou c'est les politiques qui ont voulu que ça soit ainsi? Et moi, je ne vois pas la chose de cette façon. Et il y a des circonstances qui doivent nous réunir dans notre pays. Il faut qu'on en tienne compte. La fête nationale, c'est une fête importante pour tout le pays. Et il faut qu'au moins à ce jour, que tous les fils de ce pays puissent se réunir. Et je ne pense pas que le 27 avril a échoué quelque part. Merci, docteur Georges Kwessan. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes le président du parti Santé du Peuple. Cette émission, elle s'achève. Merci à Venceslas Boga Koudoyo pour la mise en onde technique. Je suis Pierrot Atiobé. Au revoir. La
Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.